Je me demande souvent, être amoureux, ça se contrôle? L'amour est un état euphorique où un individu se sent attiré envers un autre. La question est pertinente quand on étudie les symptômes liés à cet état. L'amoureux a des nausées, il a mal au ventre, il a moins faim, ce qui est dû à une production importante d'adrénaline dans le cerveau, il est excité et il bégaye énormément, cela dû à une production aussi importante de dopamine, l'hormone de la joie. Ainsi l'amoureux se sent tout fébrile à côté de celui qu'il aime. L'amour foudroie autant le corps que l'esprit, il a l'air con. Ainsi c'est le corps qui impose à l'amoureux ces perturbations hormonales. Il ne peut pas en décider, il ne peut pas les contrôler. Il ne se contrôle plus lui-même, et auprès de l'être aimé, il vibre, il tremble, il ne choisit plus ses mots, il ne sait plus quoi dire, il dit simplement « oui ». Ne dit-on pas d'ailleurs en français qu'on tombe amoureux, ou en espagnol, par une expression encore plus forte, qu'une flèche nous frappe? Les philosophes appellent ces sentiments puissants qui agissent sur nous et changent notre comportement des passions. Ainsi, l'amour est une passion, la première passion. Maintenant que nous avons isolé les conséquences sur lesquelles nous n'avons pas de prise, il faut s'intéresser à l'origine de ce sentiment. Je veux savoir maintenant si je peux choisir ou non d'être amoureux. Est-ce que je suis acteur de ce sentiment? Est-ce vraiment Cupidon ou Vénus et ses feux redoutables qui causent l'amour? Notre époque athée ne croit plus à ces histoires de Dieu qui imposeraient aux hommes et insémineraient en eux ces passions qui les dépasseraient. Non, la loi du marché dicte que nous sommes libres, que nous contrôlons nos comportements, et qu'il y a une offre de célibataires et une demande de conjoints potentiels, et que ceux-ci se rencontrent et s'optimisent. C'est la pensée profonde des sites de rencontres, celle selon laquelle on pourrait conditionner l'arrivée, l'émergence du sentiment amoureux. En triant, en sélectionnant, en épluchant les différentes offres, en élargissant le champ des conjoints potentiels, on pourrait atteindre le conjoint parfait. Et donc tout à fait se contrôler soi-même et décider d'aimer telle ou telle personne selon les avantages qu'on en retire. L'idée est qu'on doit dépenser le moins et jouir le plus de ce sentiment. Les utilisateurs sur des sites comme adoptunmec.com égrènent les listes de prétendants et choisissent parmi eux Parfait, Jules, choisir. Est-ce qu'on choisit vraiment? Ou est-ce qu'on se fait croire à nous-mêmes qu'on choisit? Même si les phéromones, les hormones sexuelles que sécrètent les animaux pour attirer l'autre sexe, même si ces phéromones n'ont plus d'action dans la vie sociale de l'homme, ou avoir une très faible importance, c'est le milieu social qui l'a remplacé. Il détermine pour nous le conjoint que nous allons choisir. Déterminer, personne n'aime ce mot. Et oui, on choisit avec qui on couche, on choisit qui on largue. On est complètement libre. Personne n'y croit. Et les statistiques de l'INSEE semblent bien dire le contraire. Même si je ne vais pas sortir ici des quantités de chiffres pour vous dire que les ouvriers se marient avec les ouvriers, et les cadres se marient avec les cadres, on se maque avec ceux qui nous ressemblent. C'est ce qu'on appelle l'homogamie. Il est extrêmement rare que quelqu'un se marie avec une personne provenant d'un milieu social moins aisé, ou même plus aisé, avec quelqu'un qui ne partage pas le même capital culturel, c'est-à-dire le même niveau d'études, le même niveau de connaissances, les mêmes activités. C'est Pierre Bourdieu qui donne cette analyse du monde dans laquelle nous sommes tous complètement déterminés et axés par le milieu social où nous venons, par notre niveau économique, notre thune, quoi, et notre niveau culturel, ce qu'on sait, et surtout notre connaissance de la culture plutôt classique. Alors oui, Pierre Bourdieu est peut-être un petit peu radical, et Bourdieu ne se réclame pas de philosophe, nous en allons parler aujourd'hui, Spinoza. Même si notre petite voix nous dit tout le temps dans notre tête, et qu'on a bien envie de la croire, que nous sommes libres, on peut se demander, en regardant toutes les choses qu'on a déjà faites depuis aujourd'hui, c'était vraiment moi qui étais aux commandes? Et la personne que j'aime, est-ce que c'est moi qui ai décidé de l'aimer? Ou est-ce qu'on a décidé pour moi que je l'aimerais? Flippant, n'est-ce pas? On est tous conditionnés pour croire qu'on est libre. C'est comme ça, c'est une pensée qui nous permet d'être responsables, qui aide à l'ordre dans la société. Pour mieux comprendre cette vidéo, je vous invite à regarder les vidéos que j'ai déjà faites sur Descartes et sur Spinoza. Regardez surtout celle sur Spinoza pour mieux suivre. Car en effet, la tension, c'est celle d'une controverse entre ces deux penseurs au XVIIe siècle. La tension entre l'agent et l'agi. Déjà, il faudrait définir ce que c'est que la volonté. La volonté, c'est une force constitutionnelle qui permet au sujet de se donner à lui-même une direction et de s'y maintenir. Descartes pose l'idée que nous avons une volonté grâce à la séparation de l'âme et du corps. L'âme commande au corps et l'individu, s'il sait bien conduire son âme, s'il arrive à s'élever aux hauteurs de la volonté, peut se délier de toutes les charges qui existent, sociales, biologiques, et atteindre la simple pensée immaculée. Une volonté de faire peut permettre une conduite du corps tout à fait parfaite. L'homme serait comme un soldat dirigeant un robot géant et lui dictant tout ce qu'il faut faire, ses mouvements, ainsi que ses désirs, ainsi que ses sentiments.
il contrôle tout. Un homme amoureux, s'il a une âme ferme, pourrait se dire à lui-même de ne pas ressentir le sentiment ou simplement de ne pas subir les conséquences de ce sentiment. D'où l'idée tout de même assez étrange que, avec de la volonté, on arrive à tout. On peut brider, endiguer, soumettre le corps. Parce que le corps, c'est les passions, le corps, c'est la chair, le corps, c'est les réactions qui peuvent nous amener vers le mal, alors que l'âme doit toujours aller vers le bien. Et pour Spinoza, ça n'a pas de sens. L'homme n'est pas un empire dans un empire. Ce qu'il faut comprendre par là, par cette phrase de Spinoza, c'est que l'homme n'est qu'un seul corps, qu'un seul être vivant, plongé dans un ordre naturel, et qui ne peut pas s'élever à un niveau d'une âme qui serait substantielle et conceptuelle, et qui pourrait se défaire des choses qui l'influencent. Il est complètement pris dans un ensemble d'événements qui le déterminent. Tout d'abord, sa biologie, par exemple, sa physiologie. Il ne croit pas à cette histoire de volonté. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que l'homme est vraiment acteur de sa vie? Non, on subit la plupart, même la majorité, même peut-être l'entièreté des choses qui nous arrivent. Parce qu'elle se trouve où, cette volonté? Dans l'âme? Mais qui a déjà vu une âme? Est-ce que ça existe? Ça arrange bien d'écart de dire qu'il y a une âme, parce que ça lui permet de dire qu'on est libre, qu'on est responsable, que ce qu'on fait, on l'a pensé, on l'a réfléchi, complètement librement. On est simplement un ensemble de désirs, un être vivant, et qu'on est plongé en nous-mêmes. On ne peut pas... Il n'y a pas de second étage, il n'y a pas d'administration qui est là à observer ce que nous faisons, et à dire, et à juger que cela est bon et que cela ne l'est pas. Spinoza définit l'homme plus par rapport à ses désirs que par rapport à sa volonté. L'homme est une puissance de désirer. Cela veut dire que nous sommes un ensemble de désirs qui nous dirigent et nous ne pouvons pas les commander. Nous n'avons aucune prise sur ces désirs, puisque ces désirs nous sont donnés par des forces extérieures sur lesquelles nous n'avons aucune influence et nous ne pouvons que suivre la marche de nos désirs, les satisfaire ou être frustré. Ainsi, l'homme ne peut pas se projeter lui-même. Il est perdu en lui-même. Enfin, perdu. Il est tout contenu en lui-même. Il ne peut pas se penser lui-même. Dès qu'il pense, en fait, il est déjà déterminé à penser. Tous les jugements que nous portons sont eux-mêmes issus d'autres personnes qui nous ont donné, ou de notre milieu social, ou même de notre façon de penser en tant qu'être humain, par rapport à notre besoin de survie. L'homme poursuivra son désir, même s'il apporte plus de mal que de bien. Est-ce à dire pourtant que nous sommes incontrôlables, que nous sommes des charniers, des bêtes qui courront après les choses sans pouvoir jamais nous arrêter? Certainement que non. Spinoza n'est pas en train de donner une excuse à toutes nos dérives. Et la clé, nous allons le voir à la fin de cette vidéo, est plus étonnante qu'il n'y paraît. Et qu'on s'intéresse maintenant vraiment à la volonté telle qu'elle est, et telle qu'elle est réellement. Les neurosciences aujourd'hui, qui étudient le cerveau, nous amènent beaucoup de réponses par rapport à cette volonté, constitue donc de notre organe le plus important. Le cerveau lui-même peut être altéré, et notre pensée n'est pas toujours nette et complètement plate et soignée. Qu'on songe à la nicotine et à la consommation de cigarettes. Beaucoup de fumeurs, par exemple, veulent arrêter de fumer par la seule force de leur volonté. Ils pensent qu'en ne fumant pas et en se crispant comme ça les petits poings et en faisant « non, je ne fumerai pas », ils pourront arrêter. C'est risible. La nicotine est une substance qui imite les neuromédiateurs et se substitue à eux dans les récepteurs qu'on appelle nicotiniques et qui, logés dans le cerveau comme des intrus, stimulent le cerveau pour qu'on consomme encore plus de cigarettes. Ainsi, qui pourrait aller contre son cerveau ? Qui pourrait, sachant qu'on est un cerveau qui pense, qui pourrait se retourner contre soi-même? Ce serait complètement schizophrénique. La personne qui fume, si elle veut arrêter de fumer, il faut qu'elle combatte médicalement et non pas simplement par, je sais pas, la pensée ou la psychologie. Il faut donc neutraliser la nicotine qui est à l'intérieur de la volonté, qui l'altère. Qui peut prétendre combattre la clope quand elle a complètement envahi notre propre volonté? Ainsi, ce que nous amène à penser Spinoza, c'est que la rébellion est bien souvent une pire servitude que le fait d'accepter ce qui nous détermine. Faire entrer une guerre civile au fin fond de nous-mêmes entre une âme hypothétique et un corps réel. On projette une âme qui est faite de chiffon, on se place dedans et on essaie de complètement se frapper soi-même, se mutiler pour essayer de se changer soi-même, ce qui est impossible, puisqu'on est nous-mêmes. Il y a une solution. Il y a une solution, ne vous inquiétez pas, hein, vous pouvez pas aller en pénal et dire « Ah non, c'était pas ma faute, si j'ai violé les petites filles, c'était mon désir, qu'est-ce que vous voulez que je contrôle ?» Eh oh, il faut une réforme du désir. Attention, pas comme Épicure, il n'y a pas d'esprit qui commandera le corps, mais il y a le corps qui va lui-même décider de changer ses désirs, mais en fait, à partir du moment où on ne peut pas changer ses désirs, ce qu'il faut faire, c'est désirer ne plus fumer. Il ne faut pas se dire que fumer c'est pas bien. Il faut se dire, il faut essayer de désirer, c'est pas quelque chose d'intellectuel, hein, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement corporel. Il faut commencer à désirer d'autres choses que fumer. C'est pour ça qu'il faudrait, j'imagine, commencer une nouvelle passion, ce qui nous ferait complètement oublier la cigarette.
Bon, bien sûr, sachant que ça se passe au niveau neurotransmetteur, c'est plutôt compliqué. Mais ce que nous apprend Spinoza, c'est que il est inutile de tourner autour de nous faire mal pour rien. Il faut simplement aimer. Aimer plus de choses. Ne pas s'arrêter à soi-même et toujours comprendre plus, comprendre la chaîne des événements qui nous déterminent, désirer encore plus de choses. Et c'est comme ça qu'on atteindra une certaine liberté. Et c'est peut-être... je finirai là-dessus, mais je ferai peut-être une autre vidéo pour expliquer ce que c'est. Mais la notion de désir chez Spinoza diffère de celle de Descartes en cela que le désir chez Spinoza est toujours subjectif. Il n'y a pas de bonne chose pour tous. Il n'y a pas de bien absolu chez Spinoza. Il n'y a pas une pensée qui peut concevoir dans l'abstrait un bien pour tous. C'est toujours le corps qui va se mettre à désirer quelque chose pour lui, et cette chose va lui devenir bonne. Voilà pourquoi aucun désir pour Spinoza n'est mauvais pour nous. Ce qui nous arrive, il faut le vouloir. Il faut vouloir ce qui nous arrive. Non pas comme les stoïciens qui sont dans cette tristesse, qui ne veulent pas vraiment ce qui leur arrive, mais plutôt décident de ne pas s'égosiller face à cela. Nous devons vraiment aimer ce qui nous arrive et désirer ce qui nous arrive. Être toujours chez soi. Et même quand il m'arrive une grosse merde, faut que je trouve quelque chose, je crée du désir en comprenant tout ce qui me détermine, en comprenant pourquoi ça m'est arrivé. Et tout cela en fait nous renvoie à la notion de Dieu chez Spinoza. C'est le Dieu que nous pourrions atteindre si nous comprenions tout et si nous avions du désir pour tout. Si nous pouvions désirer l'ensemble des choses qui existent, l'ensemble du monde qui nous entoure. En sortant de notre petite cavité, là, de notre petite tête, à penser que nous sommes complètement indépendants, complètement fermés sur nous-mêmes, que nous pouvons complètement nous rebeller face aux choses qui nous déterminent. C'est peut-être une pensée déprimante à première vue, mais en vérité non. C'est une grande ouverture vers le monde. En acceptant qu'il y a des incursions en nous, que nous ne sommes pas un bastion face au monde, nous comprenons que nous sommes complètement dans le monde et qu'il nous est complètement logique de désirer. Et donc il ne s'agit plus de juger nos désirs, de les trier, il s'agit de les accepter tous entiers comme ils sont, et d'en jouir. Qui veut peut, ou plutôt qui désire est, car le pouvoir et le contrôle sur soi-même, n'est-ce pas détruire soi-même, essayer d'avoir une prise sur soi-même, n'est-ce pas l'anéantir ?